Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des deux cosmonautes. Dans cette vidéo, j'ai pu rassembler toutes les thèses que j'ai trouvées les plus intéressantes en prenant les intervenants les plus compétents que j'ai trouvés sur l'écosystème des crypto-monnaies. Et je te les compilé ici. Bon visionnage. I believe in a multi-chain future. That said, I really, Ethereum is where a lot of the development's happening, and I really love Ethereum. It's exciting to see so many scaling solutions. The graph is there to help decentralize Ethereum and other blockchains, and also helping with these scaling solutions at the indexing and query layer. But yes, I also really like other blockchains in the ecosystem. I think there's a space for everything. I think we need to join together as an ecosystem and really kind of unite hands and go after the centralized powers that be instead of like the infighting or the tribalism. So that is one thing I hope to see more of in the Web3 space. And as more solutions like Connext come out, these blockchains can talk to each other, and the graph helping with interoperability at the indexing and query layer, it allows for these blockchains to talk to each other. It allows us to kind of see a holistic view of everything that's happening in Web3. And so I'm really excited. What's your thesis? What's your point about it? What do you think of it? I only hold Ethereum, and I am like extremely after Polygon. My biggest bags would be Ethereum only. And plus I fundamentally, in terms of my thesis also, I feel that Ethereum is the ultimate settlement layer, and around this, like Ethereum is the TCP IP layer, and then all the internet will eventually get created around it. So like it might be a strong opinion, but that's what I feel. Est-ce que tu es plus croyant, tu penses qu'il va y avoir un monde multi-chain, vu que tu as Stake Capital, je pense que oui, ou tu penses à l'Ethereum Nexus qui va quand même capter une grande majorité des parts de marché une fois qu'Ethereum aura scalé, soi-disant avec ETH2, une certaine maturité sur ce programme de développement-là, avec tous les roll-ups, etc. Est-ce que tu penses qu'Ethereum peut encore être la chaîne? Ethereum 2 sort en février, non, c'est pas ça? Apparemment, là. Merde, je crois, ouais. Je sais pas, février. Non, en fait, la question, c'est que forcément, en fait, depuis 2000, tous les ans, il y a toujours Ethereum 2 sort. Voilà, c'est vraiment chez la communauté Ethereum, c'est ça, quoi. On sort Ethereum 2 Proof of Stake, 100% Proof of Stake cette année. Or, j'en rigole, c'est un peu sarcastique. C'est-à-dire en fait que forcément, aller bouger un protocole qui vaut 1 milliard sur une ancienne technologie qui a été bougée au tout début, sur des recherches qui ont été faites récemment, des recherches fondamentales sur des cryptonomiques, sur des mathématiques. Il faut savoir sur ethresearch.ch qui drive un petit peu 100% de la recherche au niveau blockchain. C'est beaucoup plus difficile d'aller faire ça que de s'amuser à faire bootstrap et déjà lancer un truc en proof of stake. Donc c'est ça en fait le challenge à l'heure actuelle, c'est comment bouger un protocole qui vaut 1 milliard ou plus que ça, qui a des millions d'applications sur le protocole et des millions de développeurs et des implications sur l'ensemble de l'écosystème actuel. Il faut savoir que les banques l'utilisent, qu'il y a vraiment des projets fondamentaux qui sont en train d'utiliser Ethereum. La différence par rapport aux autres protocoles, Ethereum, c'est que c'est la composabilité. En fait, si on a la DeFi, on a la DeFi Lego. Ce qui va se passer sur Ethereum, c'est qu'il y aura la DeFi Ethereum. C'est-à-dire en fait que Ethereum n'a pas pour vocation à faire l'ensemble des choses dans le même protocole. C'est en fait ce qu'on appelle mainnet. Si vous voulez du speed, alors vous pouvez taper sur du ZK Rollups ou du Optimistic Rollups ou si vous voulez de la sécurité, alors vous allez taper sur un ZK Snark layer 2 chaîne qui va être développé. Et donc en fait, l'ensemble de ces trucs-là, en fait, ce que veut faire en fait Ethereum, c'est en fonction de votre use case, si vous voulez du speed, du cheap transaction, de la privacy, alors vous utilisez telle ou telle technologie. Après, c'est comment ces différentes technologies, et moi c'est ce que j'appelle un petit peu le layer 3, comment elles vont pouvoir en fait communiquer entre elles, parce que vous n'avez pas envie d'être isolé dans votre propre layer 2 ou votre propre chaîne, si vous pouvez pas vous amuser à jumper des différents assets entre elles. Donc ça va poser des questions, parce que c'est exactement la question avec StakeDAO ou Curve ou pour déployer dans différents protocoles. C'est oui, on peut développer un auto market maker, un landing marketplace, mais si tu es isolé dans ta liquidité, tu vas avoir un énorme spread où tu vas pas forcément avoir les meilleurs taux d'intérêt quand tu vas emprunter.
ou quand tu vas à l'end, tu vas pas avoir de parce que tu vas pas avoir de demande. Et donc là, on construit un autre layer qui est le layer 2. Comme si on n'avait pas assez de layer 1, on construit le layer 2. Et maintenant, on est obligé de construire le layer 3 pour pouvoir communiquer en l'ensemble de ces layers. La question qui va se poser, c'est si on construit beaucoup plus de différents modules, et donc forcément le user experience, si on n'a pas forcément la capacité de bridge de différents layers en différents layers avec des coûts de transaction faibles et aussi d'aller rapide, peut-être que certains projets vont mourir. On l'a vu, hein, il y a d'autres projets qui avaient essayé de faire ça, comme Loom, comme d'autres projets qui avaient essayé de faire ça, construire des layers 2 sur l'Ethereum et qui sont morts. Là, à l'heure actuelle, différents blockchains qui arrivent sur le marché, notamment avec Solana. Hein. Il faut savoir que Solana, l'intérêt de Solana, c'est parce qu'en fait, ils ont dit, les gars, c'est des génies dans la team. Ils viennent, leur background, c'est Qualcomm, des gars comme ça, en fait, du DevOps, du monde du CPU, du monde de build, des architectures hardware. Ils se sont dit, pour achieve en fait cette rapidité de transaction, on ne va pas passer que 100% par la cryptonomics, par la théorie des jeux. On va dire, bah, écoutez, c'est pas compliqué, la théorie de mort, la théorie en fait de pouvoir scaler le hardware tous les ans par 2x comme ça. Nous, ce qu'on va faire, on va augmenter le nombre de hardware, on va augmenter le nombre de validateurs, on va augmenter. Après, il y a ses limites, hein. Forcément, 50% du réseau est utilisé pour valider les transactions, mais c'est toujours pareil, il faut construire le truc, pas à pas, on construit le protocole, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet en fait d'aller extrêmement vite, de focaliser sur des scalabilités, et je pense que ce protocole-là, comme Solana, peut avoir des énormes applications au niveau de fréquence de trading à haute fréquence, par exemple. Ouais. Après, vous avez d'autres chaînes qui, voilà. Et donc, la Solana, eux, ce qu'ils veulent, c'est construire l'ensemble de tout ce qui se passe dans la main chain. Donc, avoir une seule chaîne pour tout. Après, vous avez des protocoles comme Cosmos, où là, en fait, ce qu'ils font, en fait, c'est que le state n'est pas partagé dans l'ensemble des différentes blockchains que vous allez déployer. Par exemple, ce qu'ils appellent des hubs. Le hub a son propre state, vous faites n'importe ce que vous voulez, et vous pouvez toujours après aller parler à Cosmos, qui est le main hub, et faire un sujet. Et après, vous avez d'autres protocoles qui sont un peu plus visionnaires, un peu compliqués aussi à pouvoir utiliser, et ce qui seront utilisés par la suite, parce que c'est relativement complexe, comme Polkadot, où là, en fait, ils marchent dans des systèmes de parachain, et en fait, ce qu'ils font, en fait, c'est que là, tu cross-state, tu partages l'ensemble du state sur l'ensemble des différents parachains, mais c'est relativement assez complexe à faire. Et ils appellent ça le Web 3, le Web 4 ou Web 5, je sais pas ce que Gavin, il voudrait que je lui dise, mais voilà, c'est peu importe. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait, l'ensemble des différentes blockchains a différentes applications, je pense. Et donc, je pense pas que le fait de dire est-ce que Solana ou Polkadot va flip Ethereum, pour moi, en fait, ils marchent tous en même temps. C'est un peu comme dire j'utilise tel ou tel phone provider parce qu'il m'apporte telle chose, mais je peux passer un coup de fil à un autre, même si je suis sur un différent phone provider. Et pour moi, en fait, ce qui va se passer, c'est comment on va arriver à avoir, au niveau user, une transparence de l'activité sur le monde de la blockchain. En termes d'utilisateur, moi, si je faisais un scénario, la sprint planning, en tant qu'utilisateur de tel ou tel produit, je n'ai pas besoin de savoir sur quelle blockchain j'ai besoin d'aller, ni en fait avec quelle technologie derrière j'ai besoin d'utiliser. C'est-à-dire en fait, j'ai pas besoin de savoir quelle wallet j'ai besoin et à quelle blockchain je parle. Si je joue un jeu vidéo, j'ouvre le jeu vidéo, j'ai les assets, je joue, et d'un seul coup, dedans, peut-être dans le métaverse du jeu vidéo, je peux peut-être aller dans un produit qui est, je sais pas, un monstre que je dois aller tuer, peut-être que ce monstre-là va faire tourner sur Polkadot. Peut-être que sur un autre monde du jeu vidéo, je vais peut-être tourner sur Solana. Peut-être que je vais peut-être tourner sur Arbitrum ou ZK Rollups sur une autre truc. Et ça, en fait, ça va être complètement transparent. Et quand on va achieve ça, je pense que là, tout le monde va vouloir aller prendre des parts de marché un petit peu partout, mais c'est ça la beauté de l'interporabilité, c'est de pouvoir déployer des technologies qui sont utilisées par tous et dans la plus transparence. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, la plupart, il y a deux méthodes pour scaler. Donc, on a eu Solana qui scale avec la bandwidth et le hardware, qui a un système de parallélisation, C-level, pipeline, etc. C'est innovant. Et en fait, c'est comme si on avait tous les joueurs du MMO sur une énorme map. Alors que quand tu as du application specific sharding ou des subnets sur Avalanche, etc., c'est bien, tu scales horizontalement à l'infini, tu peux avoir plein de validations. Mais tu perds en fait cet effet de... Tu peux pas avoir autant de participants. Voilà, sur un shard, tu vas pouvoir gérer 1000 ou 2000 transactions. Après, tu peux faire en sorte de mettre des requirements de hardware plus importants sur Avalanche et avoir un subnet où il faut des ordi de la NASA pour valider, on sait rien. Mais clairement, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Là où je pense, je te rejoins aussi, là où il y a le plus d'opportunités à saisir, c'est les types qui arrivent en proposant des expériences seamless qui permettent de taper en fait dans les différents pools de liquidité sur différents protocoles. In the long run, I am a one-chain maximalist. With the one exception of things like
Filecoin and Arweave, which are just like structurally different things. But if you look at just smart contract chains generally, I am not, in the last 4 years I've been doing this, I have not seen anything that suggests that you need to have multiple chains. And there are explicit costs from having multiple chains. And those costs are a few different kinds of costs. The most important of those costs is gas. When you have multiple chains and you're going between them, you are creating multiple transactions on multiple chains. That is, by definition, increasing gas cost. The second cost is latency. Again, by definition, when you're moving between chains, you are creating latency. The third, and this is now a little bit more subjective, is you increase the developer experience cost. It's more difficult for developers to manage. And so for those reasons, in the long run, if you can scale a single chain, then why would you deal with all of those costs? Like that like obviously is not necessary if you can scale a single chain. But also, I think over the next few years, the developers around the world are going to realize cross-chain is mostly unnecessary for what they want to accomplish. En fait, moi, il y a une analogie que j'aime bien faire. Tu sais, c'est comme des pays. Tu sais, chaque chaîne souveraine, c'est comme un pays qui peut faire le choix de travailler uniquement avec son économie interne et avoir une balance commerciale déficitaire, ou décider d'ouvrir les frontières et de travailler avec d'autres pays. Et en fait, tous les pays dans l'histoire de l'humanité se sont développés en ouvrant les frontières et en faisant du commerce avec d'autres pays. Parce qu'on apporte ce qu'on n'a pas et on envoie ailleurs ce dont les gens ont besoin. Et donc, en fait, il y avait une limite technologique. Il n'y avait pas IBC. Aujourd'hui, IBC est arrivé et regarde ce qui s'est passé. En fait, il y a eu le pump. Il y a eu le pump que tout le monde attendait parce que ça a pris du temps. C'est que de bonnes choses prennent du temps. Et donc, la valeur est exponentielle parce que à chaque pont qui est créé entre deux blockchains de l'écosystème Cosmos, c'est du levier de valeur exponentiel. Et donc, en fait, tout l'écosystème va s'enrichir de ça grâce à ces ponts-là. Néanmoins, on peut voir un peu de relativisation de la part de Multicoin Capital. Obviously, if you look at the world today, it's like very obvious that like there are going to be many chains. All of these teams have raised a lot of money. Algorand, Near, Polkadot, Dfinity, Solana, Ethereum, I mean, Bitcoin, obviously. And they're all doing stuff, right? Flow. Some of these chains are going to be more successful than others, but they're all not going away, and they have functional products. So for probably at least the next 24 months, you know, we're going to live in a heterogeneous world in which there are many chains. The cross-chain stuff, again, I'm using that term very loosely, but cross-chain stuff has historically sucked. It's been almost not functional. It's getting better. There are a few notable cross-chain things today. Ren BTC, for example, TBTC, Thorchain being probably the most prominent, and then IBC just launched. Cosmos' IBC just launched, like I think a week or two ago or something. And so you're starting to see cross-chain stuff happen, which is good. The cross-chain stuff is definitely not magical from a developer experience or from a user experience perspective, but it is at least functional today. And a lot of brain power and a lot of money has gone into making cross-chain functional. The cross-chain stuff will get better over the next few years, for sure. So when I think about, you know, the next 2 or 3 years, you have to be bullish cross-chain. Like there's just no question that over the next 24 months, the world is going to become more heterogeneous because all these teams are doing stuff, and there's more and more people building interesting cross-chain solutions. We have been publicly quite supportive backers of Thorchain. We have a very large Rune position, and they've been growing rapidly over the last few months as they kind of launched their system, and we're very, very excited about what they're doing. In 3 years' time,
Is Thorchain really necessary? I'm honestly not sure. I don't think it'll be completely irrelevant. That's quite unlikely. But I think there's a real chance that the need for something like Thorchain will actually be lower in, let's say, 4 or 5 years than in 2 years. I think there's a real chance that happens. So yeah, I think it kind of encapsulates our views on multi-chain and kind of one chain.